Et pour le Zoom du jour, j'ai le plaisir de recevoir Axelle Hubert. Bonjour madame. Bonjour Floriane. Alors vous êtes formatrice, coach, thérapeute et vous venez aujourd'hui nous présenter votre ouvrage « Le deuil, une odyssée, vivre après la mort d'un proche ». Et je dois préciser qu'il y a 4 petits co-auteurs avec vous. Ce sont vos enfants, vos 4 enfants qui ont ajouté leur témoignage sur le deuil, puisque c'est un ouvrage qui vient après « Si je ne peux plus marcher, je courrai », qui raconte l'histoire de la maladie de votre mari, Léonard, que vous avez perdu. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette histoire personnelle et familiale que vous avez traversée avec vos enfants et avec votre mari? Oui, bien sûr. Alors, je rencontre Léonard en 2003. Non, pardon, en 2002. Nous nous marions... J'ai noté les dates, c'est ça. En 2003. Nous allons avoir la chance de vivre un bonheur très insolent et très grand, d'autant que notre famille s'agrandit avec la naissance de 4 enfants très rapprochés. Et lorsque le dernier de nos enfants, un garçon, Calixte, a seulement 10 mois, Léonard éprouve les premiers symptômes d'une maladie dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, qui s'appelle la maladie de Charcot, dont le vrai nom est la sclérose latérale amyotrophique, qui est connue avec l'acronyme SLA. Et cette maladie est très souvent fatale. Elle l'a été pour Léonard, qui est mort 4 ans exactement après le diagnostic. Et donc ça va faire 10 ans. En 2013, donc c'est ça, oui. Voilà. Il y a 10 ans. Exactement. Et l'aîné de nos enfants avait seulement 9 ans à la mort de son papa. Donc le dernier à peine 5 ans. Voilà, donc c'est une maladie qui est aujourd'hui très instrumentalisée. C'est une maladie qui est très difficile puisque, en gros, le principe c'est que la personne atteinte va perdre progressivement l'usage des muscles, à la fois les muscles des bras et des jambes, mais aussi des muscles intérieurs quand l'atteinte devient ce qu'on appelle bulbaire. Et à ce moment-là, ce sont les muscles de la déglutition, de la parole et de la respiration, pour finir, qui sont touchés. Donc c'est vraiment une lente dégradation, ce que vous nous décrivez, et ça a été des longues années de maladie, j'imagine. Alors après vient la mort de Léonard. Est-ce que vous diriez que finalement ce deuil dont vous parlez dans l'ouvrage, vous avez pu déjà le préparer, étant donné que c'était une maladie longue, avec un diagnostic qui était potentiellement fatal, qui pesait, j'imagine, les premiers temps comme une épée de Damoclès, puis de plus en plus comme une évidence. Est-ce que vous diriez que ce travail a pu se faire un petit peu en amont par rapport à une mort brutale ? Alors, en ce qui me concerne, tout à fait. Alors, même si au moment du diagnostic, comme je ne connaissais pas du tout la maladie et que nous ne sommes pas allés voir sur Internet, je n'ai absolument pas compris ce qu'il en était, donc ce qui a été une forme de déni, si vous voulez. Oui. Mais le deuil a commencé, on va dire, la dernière année de vie de Léonard. À ce moment-là, on peut parler de pré-deuil. Aujourd'hui, on parle beaucoup du deuil blanc. C'est un oxymore qui signifie en fait le deuil à faire du vivant, donc de la personne. C'est une expression qui est spécifiquement consacrée pour des malades, enfin pour du coup les proches des malades de maladies neurodégénératives. Donc par extrapolation, on peut dire que le deuil blanc, c'est le deuil qui est à faire du vivant d'une personne au sens du renoncement. Et en fait, le livre que j'ai écrit, il est à entendre au sens de la perte, au sens du renoncement. J'aurais aussi pu l'intituler Apprendre à perdre, parce que c'est bien l'enjeu en fait que d'essayer d'apprendre de la perte que l'on vit, que ce soit une petite ou que ce soit une très grande perte et éminemment douloureuse comme celle de la mort. On comprend aussi avec le titre L'Odyssée que c'était effectivement un long voyage. Justement, si on revient donc sur ces deuils qui frappent de façon brutale parfois, vous en parlez également dans le livre. C'est ça qui est formidable en fait dans votre ouvrage, c'est que vraiment il est assez universel, parce que vous ne parlez finalement pas que de Léonard. Vous avez également, en tant qu'accompagnatrice, accompagné d'autres familles dans les cas de mort brutale, de disparition soudaine. Est-ce que la famille arrive à pas à s'en remettre, mais à aller de l'avant rapidement finalement?
Alors c'est difficile de vous répondre d'une manière générale puisque chaque deuil est unique et que chaque odyssée est autant sinueuse et singulière en fin de compte. Mais si on devait donner un peu une portée universelle, et qui est bien ce que j'essaie de faire à travers ce livre, oui, bien sûr que l'enjeu c'est d'aller vers l'espérance et c'est de pouvoir traverser ce qui est à traverser, vivre ce qui est à vivre. Et vous verrez dans les annexes de ce livre qu'il y a des courbes et que sur ces courbes, parce qu'il y en a deux en fait, on voit que à la fin, une fois que j'ai on peut dire traversé mon deuil, eh bien je suis à un niveau qui est plus haut que lorsque j'entame mon deuil. C'est bien pour dire que je me suis transformée. En tout cas c'est mon témoignage, c'est le témoignage aussi de personnes que j'ai pu accompagner qui, lorsqu'elles étaient vraiment au creux de la vague et au maximum de la douleur et de ce vécu dépressif, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien ne pouvaient pas imaginer que si, oui, elles allaient s'en sortir, un jour elles allaient traverser le bout du tunnel et qu'un jour elles reconnaîtraient que cette épreuve a pu les transformer et qu'elles se préfèrent même à la fin de cette odyssée qu'au départ. En tout cas, c'est mon témoignage personnel et c'est celui de quelques personnes que j'ai accompagnées. Bien sûr. Alors vous dites cette phrase qui est très intéressante, c'est « Pour survivre au deuil, il faut faire jaillir de la vie ». Et c'est finalement pas le deuil qui va rétrécir, mais c'est la vie autour qui va grandir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette idée ? Oui, alors cette idée, elle n'est pas de moi. Je vais la rendre à son propriétaire. Elle est de Lois Tonkin, effectivement, qui évoque, avec un petit schéma que vous retrouverez aussi dans le livre, qui est, je trouve, est très parlant, cette idée que on croit souvent que, en fait, le chagrin va diminuer avec le temps, mais qu'en réalité, eh bien, on va aller mieux parce que c'est la vie qui grandit autour du deuil. Et donc, c'est cette idée que je vais me rendre acteur de mon propre processus de deuil. Ça, c'est assez novateur. Parce que pendant des années, on était très centré sur le modèle de Kubler-Ross, qui est la première courbe que j'indique à la fin de ce livre. Modèle qui certes est toujours vrai et qui va dépeindre les différents états émotionnels qui sont traversés pendant toute odyssée, c'est-à-dire pendant toute traversée du deuil, mais c'est un modèle qui est incomplet. Et on a besoin, donc c'est un modèle, pardon, je reviens, c'est un modèle qui montre que le deuil est un processus qui est inconscient et qui vous fait avancer grâce au temps qui œuvre, qui est un facteur de maturation. Donc c'est un modèle qui est incomplet parce que le temps seul ne suffit pas pour vous faire avancer dans ce processus de deuil. J'ai besoin aussi de me rendre acteur, j'ai besoin d'aller chercher des ressources, souvent qui sont des ressources que j'ai en moi-même et j'ai besoin d'aller les chercher, d'aller me connecter à elles. J'ai besoin aussi évidemment de l'aide de tiers, de personnes extérieures, qu'elles soient des proches ou qu'elles soient des professionnels, pour aller les chercher. Et c'est à ce moment-là bien que je vais faire jaillir la vie. Donc quand on est au creux de la vague, et je le disais tout à l'heure, quand on est vraiment au cœur de ce tunnel, on se dit mais quand est-ce que je vais m'en sortir ? C'est pas possible. Et puis il y a un moment où on voit qu'on avance. Et on voit qu'on avance aussi parce qu'on va faire des choses. Il s'agit véritablement de choses à réaliser. Quand je dis à réaliser, on peut aussi mettre des verbes d'état, c'est-à-dire consentir. Et alors comment est-ce que je vais rentrer dans le consentement à la perte ? Ça, c'est la question à 100 000, si j'ose dire. Bien sûr. Alors, je propose différents éléments de réponse. Et je crois que de revenir au rituel va aider la personne qui est en deuil. Donc, des rituels qui aujourd'hui sont assez désuets, obsolètes, et qui, dans certains cas, heureusement, sont toujours présents, notamment lors des cérémonies, notamment lors de veillées funéraires ou mortuaires, mais qui sont quand même assez laissés tomber à l'abandon. Donc j'invite à revenir à ces rituels et j'invite aussi à apprendre, en tout cas
à réussir à dire au revoir à ce qui est perdu. Donc au début c'est difficile, donc c'est pas quelque chose qui va être fait de manière, dès le lendemain du décès bien sûr, mais dans les quelques semaines, les quelques mois qui vont suivre, de pouvoir dire au revoir et va permettre de rentrer dans le consentement à la perte. Et c'est aussi l'idée que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Je vais faire un petit rite, quelle que soit la perte. Donc c'est valable dans l'épreuve du deuil qui suit la mort, au sens propre, mais c'est aussi valable dans l'épreuve d'une perte. Imaginez que j'ai dû déménager ou que je divorce, eh bien de dire au revoir à cet endroit que j'ai connu, là où j'ai vécu, cet endroit que j'ai aimé, ou cette personne, cette histoire qui a été la mienne, et donc de la ritualiser de façon assez symbolique. Moi, j'invite à ce que ce soit fait un peu en collectif, avec à minima une autre personne, parce que ça a plus de poids, parce que l'autre va être témoin en fait de ce geste de dire au revoir, et puis va aussi pouvoir poser une main sur l'épaule, parce que c'est un moment où les larmes jaillissent. Ce sont des larmes de libération, où je me libère du poids en fait, du fait que je retiens et que je refuse la perte, ce qui est tout à fait normal et tout à fait naturel. Et en même temps, pour avancer, je vais avoir besoin d'ouvrir les mains, de faire ce geste, de consentir à la perte. Je voulais vous poser la question des étapes du deuil, mais avant, vous avez abordé des choses très intéressantes. Je voudrais vous poser la question de quel regard vous portez sur cette société face à la mort, qui est généralement, à mon sens, très perdue et très déconnectée de la mort. Oui, alors ça, on le voit, on le vit, on l'entend aussi beaucoup, que la mort aujourd'hui est devenue quelque chose de très tabou, que la mort, elle est éloignée de nos paysages, au sens urbanistique, puisque les cimetières sont souvent loin. Les chambres funéraires sont aussi assez ouvertes à des horaires assez peu pratiques, donc ça va être difficile aussi de pouvoir se rendre à la morgue, à la chambre funéraire, alors que c'est un temps qui est important pour pouvoir regarder, pour pouvoir éventuellement toucher si c'est possible, pour pouvoir veiller le corps de son proche aimé et disparu. Donc oui, on a beaucoup de stéréotypes aujourd'hui sur la mort. On a cette un peu injonction de la société qui nous dit allez, dépêche-toi, il faut que tu avances, il faut redevenir productif. Exactement, en fait, il faut que tu reprennes ton boulot, il faut que tu remettes tes enfants à l'école, et il faut que, alors que on a besoin de temps. La chronologie du deuil, elle est longue. Et moi, je tiens vraiment à dire à nos téléspectateurs à quel point la période qui est la plus difficile, elle n'est pas juste à l'annonce de la mort, elle n'est pas 3 mois après, elle est vraiment 1 an après. Et on a besoin d'entendre ça pour pouvoir prendre en charge la personne endeuillée, non seulement au lendemain du décès et pendant les quelques mois, mais encore au bout d'1 an. Parce que c'est là où, dans ces états émotionnels sur lesquels on va sans doute revenir, eh bien la personne en deuil est vraiment dans le creux de la vague. C'est là où elle vit le vécu dépressif qui est le plus intense et le plus douloureux et le plus déstabilisant. Et elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être aidée. Et c'est le moment, au bout d'1 an, où les proches se sont éloignés, se disant, à tort, c'est bon, maintenant ça fait 1 an, allez, c'est derrière elle a plus besoin de moi, elle a plus besoin de nous, donc ils s'éloignent, alors qu'au contraire, c'est vraiment le moment où la personne en deuil a besoin qu'on lui mette la main sur l'épaule et qu'on soit à côté d'elle pour l'aider, pour l'accompagner, pour l'écouter, même si elle va redire en boucle les mêmes choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les proches et à leur transmettre aussi. On va revenir à nos étapes de deuil. Quelles sont les quelques grandes étapes que l'on traverse ? Alors on peut parler d'étapes, on peut aussi parler d'état. D'état émotionnel, mais personnellement je préfère l'expression d'état, parce que si on parle d'étape, c'est comme si on a... Oui, il faudrait cocher telle case. Exactement. Absolument. Ouais. Donc on va plutôt parler d'état. Alors le premier état, c'est celui du choc ou de la sidération, qui est à partir du moment où j'apprends le diagnostic, donc de la mort. Et quand on est dans un deuil blanc ou dans un pré-deuil, c'est à partir du moment où j'ai le diagnostic de la maladie ou du handicap. C'est un état qui ne dure pas.
Donc, c'est-à-dire qu'il va durer de quelques secondes à quelques semaines, peut-être 6 semaines. Dans le cas de morts spécifiquement tragiques, ça peut être 3 mois, mais voilà, ça ne sera jamais plus que cette temporalité. Ensuite, donc pendant cet état, eh bien, la personne en deuil va être assez prostrée, assez anesthésiée. En fait, elle est un peu hors du temps, elle ne réalise pas ce qui s'est passé. C'est un mécanisme de protection psychique pour moins souffrir à ce moment-là. Donc c'est tout à fait naturel. Ensuite, eh bien, elle va rentrer dans un début d'intégration de la perte et elle va entrer dans ce qu'on appelle une sorte de fuite en avant. On parle aussi souvent de déni. Et dans cette fuite en avant, eh bien, la personne en deuil va beaucoup s'agiter à l'extérieur pour se fuir à l'intérieur, pour ne pas être dans la confrontation avec elle-même parce que c'est trop difficile. Et dans ce moment-là, eh bien, la personne va chercher beaucoup de liens avec la personne défunt, va beaucoup feuilleter les albums photos, va ouvrir les penderies pour respirer les parfums, le parfum, pour regarder les vêtements. Elle ne pourra pas se séparer des vêtements. Là encore, c'est normal et c'est aussi une période de protection psychique. Alors, tous ces états, à partir de celui de la fuite en avant, vont se chevaucher. En fait, c'est pas complètement linéaire. Donc, les autres états, c'est un peu comme un sac de nœuds où on va vivre à la fois beaucoup de colère, une culpabilité souvent très forte, évidemment de la peur. Comment est-ce que je vais faire pour continuer à vivre sans mon proche aimé? Comment est-ce que je vais me débrouiller d'un point de vue, ça peut être financier, d'un point de vue matériel. Je peux en vouloir très fortement à la personne qui est décédée. Je peux m'en vouloir à moi-même. Donc ça, c'est une colère qui est tournée contre soi. C'est beaucoup de culpabilité. Alors d'expérience, j'ai jamais vu une personne en deuil ne pas vivre la culpabilité. C'est-à-dire qu'elle peut ne durer que quelques secondes. Elle peut aussi durer 50 ans. Donc là, c'est une période pendant laquelle, eh bien, la personne en deuil va avoir intérêt à, moi, j'appelle ça descendre dans sa cabane intérieure. Donc descendre vraiment dans son intériorité pour regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui l'habite, quels sont les messages en fait de toutes ces grandes émotions. Et elle va avoir intérêt, donc ça c'est dans les ressources, dans les choses à faire dont je parlais tout à l'heure, à exprimer au dehors ce qui l'habite au-dedans. Parler. Voilà, donc c'est parler. Ça peut être d'autres moyens qui peuvent être des moyens artistiques qui sont très thérapeutiques, comme écrire, comme faire des choses un peu manuelles, donc l'art-thérapie. Ça peut être aussi d'aller courir ou d'aller nager, tout simplement, de sortir physiquement toute cette colère, toutes ces tensions. Mais en tout cas, d'aller un peu se coller, vous voyez, prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'elle me dit, ma tristesse, qu'est-ce qu'elle me dit, ma colère. D'attraper l'émotion aussi. D'attraper l'émotion. Ouais. C'est ça, c'est comme la valise sur le tapis de l'aéroport. Eh bien, hop, quand elle passe devant moi, cette émotion, je l'attrape, je la regarde et j'écoute son message. Et en écoutant son message et en disant donc ce qui m'habite et ce qui est derrière, tout le message qui est caché derrière, en allant parfois jusqu'à changer sa pensée. C'est-à-dire que quand je me focalise d'une manière différente, au lieu de me dire, eh bien, c'est tellement injuste, ce qui est une réalité, bien sûr, la mort est la injuste. Mort, c'est très injuste. Et si je réussis à me dire, et j'ai vécu de tellement belles choses, j'ai eu beaucoup de chance, vous voyez, si je prends du recul et si j'inverse ma focalisation, je vais vivre un état émotionnel différent. Donc c'est ça qu'on va être amené à faire, à travailler, notamment lors d'un accompagnement professionnel. Donc je suis chamboulée par toutes ces émotions. J'ai l'impression de vivre les montagnes russes émotionnelles, d'être super chahutée et j'avance. Voilà, j'avance de façon inconsciente et j'avance de façon consciente en allant donc chercher ces ressources qui sont des ressources de l'intelligence émotionnelle, en pouvant dire donc ce qui m'habite, en pouvant dire au revoir aussi par exemple, et en allant chercher des choses positives. À la fois c'est très dur et à la fois j'ai eu de la chance d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Donc vous savez, c'est toujours l'image du verre. Est-ce qu'il est à moitié vide? Est-ce qu'on regarde le vide ou plein? Ce qui est rempli. Et c'est aussi de se dire,
j'ai déjà un verre. Et voilà, oui, je vais chercher des petites paillettes de gratitude ou des magnifiques pierres précieuses de gratitude qui sont aussi dans mon sac à dos mêlées à toutes mes pierres qui symbolisent toutes les difficultés de ma vie. C'est que j'ai les deux en fait. Voilà, de consentir à ce que la vie, c'est pas je suis super heureuse ou je suis complètement au fond du trou. C'est que à la fois j'ai une épreuve de vie qui est très forte et à la fois cette épreuve, elle peut coexister avec la joie et avec l'espérance. Dans l'épreuve de vie, il y a vie, en effet. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Vous parliez donc du rôle très important de la parole, on l'a compris. Est-ce que toutefois on peut tout dire, tout montrer à n'importe qui et n'importe quand? C'est un peu la question des proches là qui revient sur la table. Est-ce que tout le monde est prêt à entendre ça ou alors il faut aller voir quelqu'un de spécialisé? Alors, c'est une très bonne question. Là encore, je vais un peu vous faire une réponse de Normand. Ça dépend de vous et ça dépend bien sûr des proches. Si vous avez autour de vous la bonne oreille attentive, c'est la bonne oreille, c'est l'oreille du cœur. Hein. Et d'ailleurs, si j'ai deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que je ne parle. Si j'ai cette bonne oreille auprès de moi, qu'elle soit dans mon premier cercle ou qu'elle soit dans mon 2e, 3e ou 4e cercle amical, relationnel, bien, je vais pouvoir aller la chercher. Après, cette personne-là que j'irai chercher, elle a sa liberté et elle peut aussi me dire qu'elle n'est pas disponible. Ou pas. Mais en tout cas, moi, en tant qu'endeuillée, eh bien, c'est ma part de responsabilité, c'est ça que j'ai à faire, c'est d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de la bonne aide. Donc, ça sera une aide amicale ou bien ça sera quelqu'un de professionnel. Mais en tout cas, je fais ma part du job en allant demander. Ça, c'est une première chose, mais ça peut être aussi d'accepter. Et d'accepter de recevoir. De recevoir. Et ça, c'est aussi très beau. C'est, en fait, si vous voulez, c'est l'idée que quand je suis dans la souffrance, quelle que soit ma souffrance, encore une fois, quelle que soit ma perte et mon deuil, eh bien, je vais apprendre à me laisser aimer. Je vais apprendre à me laisser montrer, à me laisser voir, malgré ma difficulté du moment, malgré ma pauvreté. Et je vais réaliser que, en fait, on est tous des pauvres types, des pauvres filles, et on est tous le pauvre de quelqu'un, c'est pauvre de la santé qui est perdue ou une pauvreté financière. Mais donc, en tout cas, je vais accepter de recevoir et de laisser montrer ma pauvreté. Et en faisant ça, je vais permettre à celui qui donne de se révéler aussi dans sa capacité à se donner. Et ça, c'est très beau. C'est comme ça qu'on jette des ponts les uns vers les autres. Et c'est comme ça qu'on construit cette société d'interdépendance que j'appelle de mes voeux, et sûrement vous aussi. Cette société d'interdépendance, c'est celle où, eh bien, on dépend tous les uns des autres. Et c'est ça qui est beau. Depuis qu'on est petit, on nous serine qu'il faut être indépendant et autonome. Et en fait, on se plante. C'est pas ça qu'il faut qu'on crée. Il faut qu'on crée des sociétés où on soit tous dans l'interdépendance et dans la relation. Je te donne et je reçois. Tu me donnes et tu reçois. D'ailleurs, ce deuil que vous avez traversé, vous l'avez traversé aussi avec vos enfants, en famille. Ce sont des proches un peu particuliers, les enfants. Vous leur laissez d'ailleurs une très très belle place dans ce livre. Est-ce que vous voulez bien en parler de vos enfants et de la façon dont ils ont traversé tout ça avec vous? Alors bien sûr, mes enfants, ils sont ma grande fierté. Notre grande fierté, parce que j'inclus du coup leur papa, Léonard, qui pour moi est au ciel, et qui veille sur eux et qui intercède et qui donne des racines et des ailes, et c'est éminemment précieux. Les enfants, ils sont une force de vie qui est très forte, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de perdre mon conjoint alors que j'avais des enfants qui étaient jeunes et qui ont aussi fait que je me levais le matin déjà pour eux. J'aurais pu, j'avais des moments où bien sûr j'aurais voulu rester sous la couette parce que c'était difficile, mais le fait d'avoir des enfants fait aussi que, allez, on se lève, on va donner le meilleur, on continue. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont très bien intégré. D'ailleurs, ils signent la fin de leur postface sans s'être donné le mot. Ils signent tous avec le « on continue ».
Ouais. Et ça, vous voyez, c'est un héritage de Léonard dans les états émotionnels. Alors, on n'a pas terminé de décrire tous ces états parce qu'après la courbe, elle remonte. Donc, après le temps de déliquescence vient le temps de renaissance. Et dans ce temps de renaissance, eh bien, à un moment, la personne en deuil qui a vécu une perte, eh bien, va rentrer dans le consentement et l'intégration de cette perte, et également dans l'intégration d'un héritage qui vient de la personne décédée. Je ne parle pas d'affaires de gros sous ou de biens matériels. L'héritage émotionnel, spirituel. Exactement. Qu'est-ce que la personne va me léguer? Donc avec nos enfants, on a trouvé l'héritage de Léonard qu'on dit très, très régulièrement et dont la première phrase est d'ailleurs le titre de mon premier livre. Donc si je ne peux plus marcher, je courrai, qui est une invitation à courir le risque du bonheur, de l'espérance et à vivre le présent. La deuxième chose, c'est si je ne peux plus parler, je chanterai. Donc c'est une phrase que Léonard a prononcée au moment où bien l'atteinte de la parole est devenue assez forte. Donc si je ne peux plus parler, eh bien je chanterai la vie envers et contre tout, je vais continuer à sourire. Si j'ai plus les muscles pour sourire, je vais sourire avec les yeux, et c'est ce qu'il a fait. Et un jour que je lui demandais et si tu guéris, qu'est-ce qu'on fait? Et là il me dit mais si je guéris on continue, et si je ne guéris pas on continue aussi. Voilà, donc toutes ces paroles qui ont été prononcées à différents moments de la vie de Léonard et de l'avancée dans la maladie de Léonard, je les ai comme intégrées, reçues, et comme les enfants étaient peut-être trop jeunes, eh bien pour les accueillir, j'ai pu les aider à les accueillir. On les a formalisés, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est très prégnant pour eux. Donc aujourd'hui ce sont des jeunes qui, je touche du bois parce que c'est pour aujourd'hui, je ne sais pas comment demain sera, mais aujourd'hui c'est difficile, c'est toujours difficile de vivre sans leur papa. Et en même temps, eh bien, ce sont des jeunes qui sont joyeux et qui sont pleins de l'espérance un jour de retrouver leur papa, et de cette espérance que leur papa agit et intercède pour eux. Et ils ont envie de vivre, de croquer la vie, d'avoir une belle vie. Et moi, en tant que maman, évidemment, ça me touche fortement de voir mes enfants, nos enfants, qui ont envie et ils le disent très bien dans leur postface d'ailleurs, qui ont envie d'avoir une belle vie, une vie pleine et une vie heureuse. Et tout ça, vous le rendez tous, j'allais dire tous les 5, mais en fait tous les 6, dans cet ouvrage qui est magnifique, Le deuil, une odyssée. Amis hypersensibles, eh bien, prévoyez un paquet de mouchoirs parce que vous verrez, vous avancerez vous aussi peut-être dans l'un de vos deuils. Mais en tout cas, c'est un magnifique témoignage que vous nous avez produit, Axel Hubert. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et merci à vos enfants aussi pour le beau témoignage qu'ils laissent en postface de cet ouvrage. Je rappelle qu'il est publié chez MAM et qu'il est à 17 €. Et vous pouvez également le trouver sur la boutique officielle de TVL en lien juste en dessous. Je vous encourage, si vous avez aimé cet entretien, on change un peu de registre, pardonnez-moi, mais n'oubliez pas, il faut cliquer sur le pouce en l'air. On est sur Internet, c'est nécessaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez vous aussi témoigner d'un deuil ou quelque chose qui vous a marqué dans l'entretien. Et puis vous pouvez également envoyer cet entretien, voire même acheter le livre avec, à quelqu'un qui traverse aujourd'hui un deuil et qui en aurait besoin. N'hésitez pas. Je vous dis à très vite sur TV Liberté.